Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur ce plateau, le plateau d'Accès Direct. J'en profite d'ailleurs pour vous adresser tous mes meilleurs vœux pour cette année 2018. C'est parti pour 30 minutes d'actualité et de découverte en Savoie-Mont-Blanc. Rendez-vous dès à présent sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook, pour réagir ou encore poser des questions à nos invités. Et au programme ce soir, je recevrai Gérard Blanc et Marc Pascal du collectif Notre-Dame-des-Landes 73. C'est ensuite Julie Arbeit qui viendra s'asseoir sur le canapé d'Accès Direct, elle qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat. Et en fin d'émission, nous parlerons du Polyèdre, l'espace culturel et loisirs de Sénaux, avec Gilles Croibier et Hervé Terrasson. Salut Pauline. Salut, salut. C'est donc toi qui présente le JT cette semaine, avec un titre dans l'actualité, encore une fois, les intempéries qui ont frappé les pays de Savoie. Et oui, on n'arrête pas d'en parler, mais on espère que ça va bientôt finir, qu'on va pouvoir profiter de la neige et du soleil. Effectivement, on reviendra sur les intempéries du côté de Vercher et de Samoin. Jean-Paul Crespi est allé y faire un tour, les communes qui avaient déjà été touchées par les intempéries il y a une quinzaine de jours. On fera également point au lac du Bourget, on ira au barrage de Verbois et de Génissia avec des images assez impressionnantes. Et puis la grande odyssée continue, et aujourd'hui elle faisait étape du côté de Savoie-Grand-Revard. C'est ça, avec aujourd'hui on s'est intéressé, Emmanuel Jaude s'est intéressé aux coulisses de cette course, parce que oui, on parle de la course, mais il y a aussi les vétérinaires, et notamment aussi les handlers qui s'occupent de tous ces chiens qui tirent plutôt les traîneaux. Donc Manu est allé sur place tout à l'heure, il avait fait d'ailleurs un Facebook Live pour faire découvrir les coulisses, et reportage complet tout à l'heure dans le JT. Et on continue avec Candide Tovex, toujours plus fou dans ses défis et pour oui, le skieur d'Annecy. D'ailleurs, lui, a priori, il n'a pas trop besoin de neige. On va le voir sur la vidéo qui va suivre. Il a repoussé les limites de la glisse en dévalant le désert, la jungle et même la muraille de Chine dans un spot publicitaire. Alors, l'enneigement atteint des records en Europe, mais lui, il ne fait jamais rien comme tout le monde. Mise en ligne hier soir, la vidéo dépasse déjà les 11 millions de vues sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, on ne pouvait pas y échapper. Je vous laisse regarder un petit extrait. Pas besoin de neige. Voilà. A priori, lui, il n'en a pas besoin pour les prochaines années, ou si jamais il n'y a pas de neige, lui, il a tout trouvé la solution. De mon côté, on va parler d'Annemasse. Je peux peut-être finir. Ah, t'as pas fini, excuse-moi. Bah oui, j'ai choisi 2 articles quand même. Ah mais oui, je suis allé un peu vite. Sur les policiers municipaux, ah oui, les policiers municipaux. Voilà, qui seront bientôt armés, c'est nos confrères du Messager. Leur formation a lieu ces jours-ci du côté de Saint-Julien-en-Genevois, parce qu'à partir du mois de mars, donc l'ensemble des effectifs sera équipé d'une arme. Avant la fusion, Annecy-le-Vieux et Sénaux étaient déjà équipés. Il faut donc désormais former 55 agents d'Annecy, de Crangevry et de Mété et de Pringy. À tour de rôle, ils vont aller donc du côté de Saint-Julien-en-Genevois. Ils vont rencontrer un médecin gréé. Ils se voient délivrer un certificat médical et psychique avec 2 jours de formation théorique, juridique et sécurité, et puis 10 jours de pratique. Ils estiment que pour maîtriser une arme et pour être à l'aise, il faut la manipuler 2500 fois. La seule façon de bien s'en servir, c'est la pratique, témoigne le moniteur policier municipal lui aussi. Alors pour information sur ces armes, elles seront équipées, donc les policiers seront équipés d'un pistolet semi-automatique calibre 9 mm, permettant de tirer jusqu'à une quinzaine de coups successifs. Ce sont des armes relativement légères d'environ 800 grammes en polymère, matériau moins lourd que l'acier. Et pour la sécurité, les armes seront stockées dans des armoires bien sécurisées dans les locaux de la police municipale. Donc à partir de mars, il ne faudra pas s'étonner si les policiers municipaux sont donc armés. On en avait parlé sur Huit-Mont-Blanc, c'est vrai qu'à l'époque c'était une décision qui avait un petit peu fait polémique. C'est ça, et en tout cas ce sera acté à partir du mois de mars. Et toi, Seb, tu t'es intéressé, on va du côté d'Annemasse avec des amendes. Oui, des amendes, on reste un petit peu dans la répression puisque Annemasse veut changer son image de ville réputée sale. Pour cela, la municipalité a mis en place depuis le 1er janvier dernier une brigade incivilité propreté composée de 4 agents de surveillance. Ça sera donc pour lutter contre les incivilités. Alors dans le viseur de cette brigade, les dépôts sauvages, les déjections canines, le tri des déchets à la fin des marchés ou encore les mégots de cigarettes. Donc voilà, ça promet. Pour l'instant, on ne connaît pas encore le tarif de ces amendes, mais il y a une vraie répression. Christian Dupessé, le maire d'Annemasse, se laisse 6 mois pour dresser un premier bilan et donner à sa commune une image de ville propre. On verra si les Annemassiens sont bien éduqués. On fera le point dans 6 mois. Et puis, tu termines avec un article avec des grands chanceux. Oui,
Pauline, est-ce que tu as l'habitude de jouer au loto? Non, quand c'est des grosses sommes, des G6, je me dis que pourquoi pas moi. Eh ben, tu devrais peut-être t'y mettre, puisque en Haute-Savoie, on peut dire que le département est un département porte-bonheur, puisque la Française des Jeux a annoncé un gagnant au loto lors du tirage du 13 janvier dernier. C'est la 4e fois en moins d'un mois qu'un ticket gagnant est édité en Haute-Savoie. Le dernier gagnant en date a quand même remporté la coquette somme de 4 millions d'euros. Il a 60 jours à partir du 13 janvier pour se faire connaître et ainsi retirer son gain. Pour rappel, le plus gros gain jamais enregistré en Haute-Savoie date du 3 février 2006. Ce jour-là, un habitant d'Évian avait gagné presque 62 millions d'euros à l'euro-million. Ça laisse pour toi rêveur. D'accord. Bon, je file faire une grille alors. Merci Pauline, je te À laisse tout à aller l'heure. finir ton JT. Allez, avant d'accueillir mes premiers invités, on va prendre la direction du Bourget du Lac. Je suis en liaison Skype avec Olivier Thévenet, le rédacteur en chef d'Alpes Magazine. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Alors vous organisez avec Grand Chambéry, Alpes Tourisme, les 5e soirées du cinéma alpin qui auront lieu demain, mercredi et jeudi. C'est bien ça? C'est bien ça, demain soir et jeudi soir. Alors quelle est la vocation de ce festival qui fête sa 5e édition? Alors c'est pas vraiment un festival, l'idée c'est 2 soirées où l'on diffuse des films qui sont des films un peu coup de cœur de la rédaction, notamment de personnalités des Alpes qu'on peut croiser lors de nos différents reportages ou de nos différentes rencontres. Et l'idée c'est de montrer, de diffuser ces coups de cœur à un plus grand public possible, on va dire. Alors 2 soirées, donc on l'a dit au programme. Mardi, ce sera une plongée au cœur des Alpes sauvages. Oui, mardi soir, donc demain soir, en fait, on a une soirée avec un réalisateur qui s'appelle Jean-Michel Bertrand. Donc Jean-Michel habite les Hautes-Alpes. Il est réalisateur d'un film qui s'appelle La Vallée des Loups, qui a été un beau succès, on va dire, commercial l'année dernière. Jean-Michel est un documentariste, on va dire, nature un peu atypique. Donc voilà, on va faire une soirée avec lui. On passera pas La Vallée des Loups, on va passer un film de Jean-Michel qui s'appelle Vertige d'une rencontre. Donc là, c'est autour de la quête, non pas du loup, mais de l'aigle. Et ensuite, on aura un deuxième film qui est plutôt un film sur Jean-Michel Bertrand, qui s'appelle Avec les loups, et qui est un film réalisé par Marie Amiguet. Et le thème de jeudi, les Alpins partent à l'aventure, tout un programme. Alors là, tout un programme, ouais, effectivement, on sort du cadre des Alpes, on part avec des Alpins, on part vraiment à l'aventure. On aura un premier film qui sera en Patagonie, qui s'appelle Rhizopatron. Donc là, c'est toute une équipe de jeunes alpinistes français qui vont s'attaquer à un sommet en Patagonie. Donc c'est déjà toute une aventure pour arriver jusqu'au pied du sommet et encore plus pour arriver j'allais dire à la cime de cette montagne avec des conditions un peu dantesques. Et puis ensuite, on partira de l'autre côté de la planète, entre la Russie et l'Alaska, sur les îles Kouril, sur un voilier qui s'appelle le Maïwan. Il y a quelqu'un qu'on aime bien chez nous qui s'appelle Erwan Lelan. Et on suivra toute sa bande, et notamment un snowboarder assez connu qui s'appelle Xavier Delerue. Et ils vont partir à rider quelques belles pentes sur les îles Kouril. Donc voilà, des lieux dont on n'a pas tellement l'habitude de voir des images. Merci beaucoup Olivier. On rappelle donc mercredi et jeudi au manège à Chambéry. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on passe à notre rubrique, nos invités du jour. Bonjour. Messieurs, bonjour. Alors, je reçois donc ce soir Gérard Blanc et Marc Pascal. Vous faites donc tous les deux partie du collectif Notre-Dame-des-Landes 73. Je vous imagine heureux, moins d'une semaine après l'annonce de l'arrêt définitif de ce projet. Bah oui, bien sûr. Toutes les personnes qui ont défendu l'idée que l'aéroport n'était pas utile sont contentes. Et ce n'est pas simplement les militants, c'est aussi beaucoup de gens sur l'ensemble de l'Hexagone qui trouvaient que ce projet était déplacé, décalé, c'était un vieux projet qui n'avait plus de sens, donc c'est très bien. Qu'est-ce qui vous dérangeait principalement dans ce projet Notre-Dame-des-Landes? Il y avait à la fois du fond et de la forme. Le fond, c'était une absurdité. On avait un aéroport existant, dont on savait on pouvait améliorer les capacités par des travaux, et on voit arriver il y a 50 ans un projet à l'époque du Concorde. Hein, oui, c'est ça. C'était dimensionné à l'époque. On voit arriver un projet sur 1250 hectares de bocage et de terres agricoles. On va faire un autre aéroport juste à côté. Donc, je dirais, le simple bon sens, déjà, aurait dû faire arrêter ce projet. Donc, la destruction des terres agricoles,
et la destruction des bocages, c'était la raison principale. Et puis l'absurdité économique de redépenser des milliards alors qu'on a un équipement existant. C'est ce qu'on appelle un peu un grand projet inutile. On a quand même envie de dire tout ça pour ça. Oui, oui. Aujourd'hui, on est un peu schizophrène. On est capable, au niveau de la France, de faire la COP21 et de faire signer la plupart des pays sur des objectifs environnementaux, etc. Et on s'entêtait sur un projet comme celui-là, un aéroport, c'est beaucoup de pollution. Voilà. Donc, c'est 1600 hectares de terres agricoles qui disparaissaient. Donc, on est complètement schizophrène. On voit que c'est compliqué d'arriver à des décisions, mais certaines sont prises et courageuses, et c'est tant mieux. Donc on espère que d'autres décisions seront prises dans le même sens. Je crois qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas de dire il faut arrêter tous les projets, etc. L'enjeu, c'est de dire vraiment, il faut qu'on travaille sur des projets qui réparent la planète, et il y a du boulot, plutôt que de continuer à développer des projets qui la pourrissent. Transition toute trouvée avec un projet qui nous concerne ici en Savoie-Mont-Blanc avec le Lyon-Turin. Vous faites le parallèle? Il y a beaucoup de similitudes. En termes de montant, c'est un grand projet. En termes d'inutilité, nous on pense, pour reprendre les termes du Premier ministre, que les conditions ne sont pas réunies pour se lancer dans ce projet du Lyon-Turin, alors qu'on a une ligne existante sur laquelle il y a eu près d'1 milliard de travaux d'engagés et qui actuellement est utilisée à 20%. Donc on voit bien, Notre-Dame-des-Landes, Lyon-Turin, il y a quand même beaucoup de choses similaires. Et puis il y a une autre chose similaire, c'est que Lyon-Turin, il a fallu 50 ans, et donc le lancement des médiateurs, qui a encore mis un peu le projet sur la table, pour faire reconnaître qu'il y avait une solution alternative qui était Nantes, l'aéroport actuel de Nantes. Sur Lyon-Turin, on a exactement la même difficulté. On ne parle que d'un nouveau projet Lyon-Turin, et on ne met pas face à face, on ne fait pas une comparaison, je dirais, honnête et exhaustive de l'utilisation d'abord de la ligne existante. Donc déjà sur ces plans-là, il y a des similitudes très très fortes. Et puis on n'a pas les moyens, je dirais, on ne peut pas gaspiller de l'argent alors que la transition écologique, tout le travail sur l'énergie, sur l'agriculture, nécessite de l'énergie et de l'argent. Donc consacrant l'argent au bon endroit. À ce propos, je vous propose d'écouter Louis Besson, l'ancien ministre et maire de Chambéry, qui est aujourd'hui président de la commission intergouvernementale franco-italienne pour le Lyon-Turin. Il était au micro de Fanette de Buisson. On l'écoute. Bon, on a un petit souci, ça fait partie du direct. Alors déjà, pour ceux qui voudraient voir cette interview, donc rendez-vous sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, en intégralité, avec le son cette fois-ci. Messieurs, comment jugez-vous la position du président Macron, du gouvernement, par rapport à ce dossier du Lyon-Turin? Il avait annoncé une pause, puis lors d'un sommet franco-italien, le président Macron avait réaffirmé que la France était pleinement engagée dans ce projet. On est en phase de pause, objectivement. Donc, même si déjà 20 km ont été déjà creusés. C'est très compliqué. Aujourd'hui, il faut bien comprendre que, notamment dans nos deux départements, des Deux-Savoie, en Isère aussi, etc., on a une communication qui est faite par la société qui fabrique le tunnel, TELT, qui dépense énormément d'argent avec des cabinets de communication, etc., et qui diffuse des informations qui ne sont pas justes. Par exemple, l'idée que le tunnel, le chantier serait démarré, c'est pas vrai. Bien entendu, il y a des travaux. Il y a des travaux de reconnaissance, des travaux d'études, et pour ça, ils ont fait des descendries. Et la dernière descendrie qu'ils ont fabriquée, ils la fabriquent dans l'axe du tunnel. Alors, ils disent effectivement que c'est le début du tunnel. Mais juridiquement, les travaux n'ont pas commencé. La meilleure preuve à donner aux élus qui ont du mal à croire, parce qu'il y a tellement de trucs dans les journaux, etc., la meilleure preuve, c'est que l'État, le 8 décembre, a fait le nécessaire pour que la demande d'utilité publique sur le tunnel de base soit prorogée. Elle arrive à échéance très bientôt. L'État n'aurait pas eu besoin de faire ça si les travaux avaient commencé. Ils étaient donc dans les temps et tout allait bien. S'il y a une demande de prorogation, c'est parce que les travaux n'ont pas vraiment commencé. On en est encore toujours
que sur des reconnaissances, des travaux d'études, sur des budgets préalables. Une dernière chose, messieurs, rapidement. Le 10 février prochain est organisée une grande journée sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. J'imagine que votre collectif sera présent. Oui, d'ailleurs, il y a des cars qui partiront d'Annecy et qui passeront par Chambéry et qui partiront donc le vendredi soir pour rouler dans la nuit, pour arriver effectivement au rassemblement du 10. C'est pour ceux qui seraient intéressés des téléspectateurs, donc c'est la Confédération Paysanne 74 qui coordonne l'opération, donc il suffit d'aller sur leur site ou de prendre contact. C'est important de dire que pour nous, l'annonce de l'arrêt du chantier ne signifie pas... L'arrêt des combats. Voilà, hein, on fait un peu le parallèle avec le Larzac. L'un des intérêts aussi de cette décision, c'est que ça permet de découvrir que sur place, il n'y a pas eu seulement une résistance face à ce projet, mais toute une organisation sociale, toute une série d'installations, de réinstallations agricoles notamment, toute une série de choses extrêmement novatrices qui se sont mises en place et qu'il va falloir aussi peut-être tirer les leçons de cette auto-organisation qui peut donner des idées aussi d'utilisation dans d'autres territoires que Notre-Dame-des-Landes. Et maintenant, on fait quoi? Une chose à ajouter? Oui, juste un petit clin d'œil. Dans notre région, on a beaucoup de cairns dans la montagne. L'idée, le 10 sur Notre-Dame-des-Landes, c'est d'aller tous avec une pierre, notamment du mont Granier, à côté de Chambéry, qui sera percée par le Lyon-Turin. C'est une montagne qui est en train de s'écrouler. Les médias en ont beaucoup parlé. L'objectif est de transporter quelques pierres pour faire un petit cairn à Notre-Dame-des-Landes, avec cette idée de tirons les leçons de l'expérience des autres. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on prenne ce temps-là. Et encore une fois, l'enjeu majeur sur le Lyon-Turin, aujourd'hui, c'est de résoudre la question de la qualité de l'air, la santé publique. Ça, on peut mettre l'essentiel des camions sur le train tout de suite, dans l'année 2018, avec très peu d'investissement, en utilisant des sites qu'il faut conforter. En Berrieux, il faut faire un certain nombre de travaux, mais on a aussi un site au sud de Dijon qui aurait l'avantage de doubler en plus l'autoroute ferroviaire alpine. Je suis obligé de vous couper. Voilà. Mais il y a un tas de choses qui sont faisables tout de suite. Donc, tirons les leçons de Notre-Dame-des-Landes et agissons localement. Merci beaucoup en tout cas pour votre venue et bon courage pour la suite. Merci. Merci. Je vous invite à regagner la régie et je vais recevoir à présent Julie Arbeit. Merci bien. Qui va me rejoindre sur ce canapé, sur ce plateau. Julie, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Alors, vous êtes entrepreneur, vous avez sauté le pas il y a peu avec la création de l'agence Laxis. Avant de vous intéresser à votre activité, quelques mots sur vous. Alors, j'aime sortir de ma zone de confort. Je pense que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour témoigner sur l'aventure entrepreneuriale. Donc voilà, j'aime les challenges et puis je m'en suis fixé un gros, je crois. Ça veut dire quoi, oser sortir de sa zone de confort pour entreprendre? Qu'est-ce qui se cache derrière ce leitmotiv? Alors, ça veut dire qu'il faut oser changer et puis se poser des questions, écouter ce qu'on ressent, peut-être plus écouter ses valeurs et puis se fixer des nouveaux challenges. Quand tout va bien, il ne faut pas forcément attendre que tout va mal pour y aller. Qu'est-ce qui vous a poussé justement à se lancer dans cette grande aventure? Il y avait une espèce de lassitude dans votre précédent emploi? En fait, je pense que ça fait 10 ans, ça fait 10 ans qu'on est dans la même entreprise, on partage plein de choses, tout va bien et puis on est bien entouré. J'ai eu la chance d'être entourée dans mon travail par des personnes qui m'ont inspirée, qui m'ont influencée, comme Gaylor Pedretti avec qui je travaille beaucoup. Et puis ces relations, ces rapports de confiance m'ont à un moment donné l'envie d'y aller, quoi. Voilà. Il y a forcément des doutes quand on prend un virage comme celui-ci, un virage professionnel. On sait ce qu'on a, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va avoir en retour. Alors ça c'est le changement, hein, par définition. En fait, tout changement est quand même difficile parce qu'en fait, le plus dur déjà, c'est de prendre la décision. Et puis, une fois qu'on a pris la décision, on se rend compte qu'on va abandonner plein de choses, qu'on va suivre un chemin avec motivation, avec passion. Mais on va aussi faire des choses qu'on n'aime pas. Moi, je découvre la paperasse, l'administration, enfin, tout ça. Alors, venons-en à Laxis. Laxis, ça ressemble à une agence événementielle bien connue sur Annecy, l'Axat de Gaylor Pedretti. Oui, c'est ça. En fait, c'est une agence complémentaire, mais indépendante de l'Axat, forcément inspirée. Et puis, en fait, c'est aussi une histoire d'amitié avec un travail commun depuis quelques années, mais dans l'ombre. Et aujourd'hui, par exemple, je gère les relations institutionnelles et quelques relations publiques de l'Axat. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est l'Axis?
Alors Like10, c'est une agence de communication qui peut accompagner toutes les entreprises dans leur stratégie de communication, leur stratégie digitale, mais c'est aussi un créateur d'émotions qui va créer voilà, quelque chose qu'il n'y avait pas dans l'entreprise pour la marque. Donc, et qui organise des événements, donc que ce soit de la com interne, comme c'est le cas bientôt pour les 20 ans des Tréshommes. J'allais y venir, ouais. Voilà. C'est une agence qui répond à votre besoin, en fait. Qu'est-ce qui est le plus dur dans ce créneau? Quand on est une agence de communication, qu'on essaie de développer du réseau, qu'est-ce qui est le plus dur? Alors, le plus dur, c'est déjà de se dire comment on va avoir du client. Et en fait, quand on a la chance d'avoir travaillé comme moi au sein du groupe IPAC pendant 10 ans, en fait, on se fait un réseau, on construit des relations. Et puis, pour l'instant, ça fait 3 mois et je n'ai pas encore eu besoin forcément de chercher. Les choses sont venues d'elles-mêmes. De toute façon, en fait, pour oser l'aventure entrepreneuriale, il faut quand même anticiper et réfléchir et se dire, bon, OK, alors là, j'ai cette mission qui peut se faire. Et puis après, en fait, d'être impliqué dans les réseaux, ça vient naturellement. Ces 3 premiers mois, ils sont conformes à ce que vous attendiez? Plus compliqués, plus difficiles? Ils sont super difficiles, mais là, je commence un peu à souffler et puis à me dire que j'ai bien fait. En fait, de toute façon, je pense que le principal échec, ça aurait été de ne pas oser. Donc, je suis devant vous, ça veut dire que je suis bien partie. Alors, votre actualité, ce sont aussi les sommets du digital qui se tiendront du 5 au 7 février prochain du côté de la Clusa. Oui. Quelque chose que vous connaissez bien. Donc, les sommets du digital, encore une affaire de relations humaines, puisque j'ai sympathisé avec Xavier Varnier, l'organisateur, il y a 3 ans, pour avoir participé à ce bel événement. Aujourd'hui, je deviens un petit peu actrice en étant sur l'événement, en jouant un rôle de business connecteur. Je conseille à tout le monde de participer et de venir nous voir. Un petit mot justement sur cette opération. Qu'est-ce que c'est que les sommets du digital? Alors, les sommets du digital, c'est une grande opération de networking, mais aussi c'est un cycle de conférences, d'ateliers sous forme nouvelle. Qui regroupe 300 entreprises. En fait, on est ensemble pendant 3 jours, alors avec les moon boots, dans la neige, etc. Et il y a des activités ludiques qui permettent de mieux se connaître et en fait de s'approcher entre directeurs du marketing, directeurs de grands groupes, mais d'être tous logés à la même enseigne et toujours avec l'humain au cœur de l'innovation, alors qu'on parle bien sûr de digital. C'est vraiment un beau moment. Et puis, il y a aussi un projet qui vous tient à cœur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est les 20 ans des Tréshommes, grand restaurant, grand hôtel connu sur le bassin indécien. Donc en fait, oui, les 20 ans des Tréshommes qui auront lieu le 4 février avec Véronique et Pascal Drou. Je crois, Véronique, que vous allez bientôt la recevoir. Vraiment, alors là, ça a été un super beau projet pour me lancer. Et avec des gens pleins d'émotions, on est toujours là-dedans, c'est qu'on découvre et puis on s'implique. Et ça, c'est important, en fait, l'implication dans tous les projets. Aujourd'hui, je travaille avec les Tréshommes et pendant quelques mois, c'est comme si je travaillais pour eux à l'année. Le fait d'avoir des petites incursions comme ça dans différents domaines, c'est quelque chose qui vous booste? Ouais, c'est ça qui me booste, mais c'était aussi ça qui était difficile au début, parce que je suis une passionnée. Et en fait, c'était difficile de se dire comment je vais faire pour travailler pour plusieurs entreprises, faire du réseau pour plusieurs entreprises. Et ça fait un peu le lien avec l'image que j'ai vue tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, tout est lié. Ça veut dire, je pense que les relations humaines, à partir du moment où on partage les mêmes valeurs, on peut tous s'entendre. Que ce soit avec Like That ou sur des événements comme le Hi-Fi Festival, où mon rôle, c'est d'apporter des communautés différentes, des personnes qui ne sont pas dans le ski, à faire partie du réseau. Aujourd'hui, je mélange les liens. Donc, on a vu tout à l'heure les sommets du digital. Aujourd'hui, je travaille pour une agence, pour un laboratoire en télécardiologie qui s'appelle Biotronic, voilà, donc, qui vont évoquer au sommet du digital justement les enjeux de la e-santé. Donc là, pareil, on fait le lien. Leur problématique, c'est d'aller dans le digital, de sensibiliser le grand public à la e-santé. En fait, tac, les sommets du digital arrivent à créer des passerelles. Voilà, c'est créer les interactions entre des personnes qui vont s'entendre. Merci beaucoup, Julie Arbeit. Merci, Sébastien. Bon courage donc pour cette nouvelle aventure. Merci Plein de bonnes choses. À très bientôt. Merci. Pour aller jusqu'à la fin de cette émission, on va passer à la rubrique On en parle. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin. Alors, je reçois Gilles Croibier et Hervé Terrasson. Vous êtes donc respectivement président et directeur du Polyèdre. Le Polyèdre, c'est le centre culturel et loisirs de Sénaux. Messieurs, bonjour déjà. Bonsoir. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. On va commencer avec vous, monsieur Croibier. Quelle est l'importance d'une structure comme le Polyèdre pour une commune déléguée comme Sénaux? Alors l'importance, peut-être que... D'abord, je vous remercie
parce qu'on va pouvoir parler de notre projet, on va pouvoir parler du polyèdre, ça c'est fantastique. Je vous en remercie. J'en profite aussi pour remercier les élus. C'est vraiment important, on ne le dira jamais assez. Les élus, Madame Camusso. On a maintenant plus de 40 ans de soutien politique, c'est extraordinaire, de subventions, d'aides. Et évidemment, tous les projets que nous avons, que ce soit culturel ou social, ne pourraient pas voir le jour sans cet appui politique. Donc vraiment, je tenais à les remercier. Je dirais que le polyèdre aujourd'hui, c'est 2600 adhérents, 2500 mètres carrés de salles et de bureaux disponibles, mis à disposition, justement, j'en parlais tout à l'heure, par les élus. Et puis, plus de 180 activités diverses et variées. Donc, une réponse pour, en tous les cas, les Sénaudiens, c'était les Sénaudiens, et une réponse aussi sur le plan culturel, sur le plan social. On a des activités, mais c'est très très large. Hein. Il faudrait venir au polyèdre pour découvrir toutes nos activités. On pourrait en parler ce soir, ce serait beaucoup trop long. Mais en tous les cas, une activité culturelle et sociale absolument incontournable. 180 activités. Comment on fait pour arriver à être aussi inventif, pour arriver à trouver autant de choses différentes? Alors, la question s'adresse à moi, je pense. Alors, en fin de compte, la créativité, elle repose sur la connaissance des besoins et des attentes des populations et des habitants du territoire, d'abord. Donc, on a un important travail de proximité avec les habitants et avec nos partenaires. Donc, on pourra peut-être en parler, je pourrais peut-être en dire 2 mots tout à l'heure à travers l'opération qui nous rassemble aussi aujourd'hui. C'est la bourse aux jeux vidéo qu'on va développer samedi prochain. Et donc voilà, c'est vraiment le fait de pouvoir avoir une démarche, une stratégie d'approche qui dépasse l'idée qu'on se fait des besoins des habitants pour aller vers les publics et construire avec eux, en fonction de leurs attentes, des projets qui répondent à leurs demandes. Donc on est vraiment dans cette logique, on peut dire ascensionnelle, de partir du contact avec les habitants pour pouvoir élaborer des projets. Donc du coup, on a beaucoup plus de chances que ça fonctionne que d'avoir des idées dans tous les sens et de les plaquer, on va dire, sur un public où on va dire, on va faire une hypothèse, peut-être qu'ils aimeraient ou qu'ils auraient envie de faire ceci, faire cela, et en fin de compte, des fois, de tomber un peu à côté de la plaque, donc de faire une offre d'activité régulière et permanente à partir de nos idées et moins prendre en compte le besoin des gens. Donc nous, on est dans la démarche inverse. L'objectif avoué, c'est aussi, j'imagine, de créer du lien sociable et encourager le vivre ensemble. Oui, alors évidemment, c'est le but, c'est l'objectif. Cela étant, depuis maintenant 2 ans, on a un fil conducteur un peu différent. On aimerait intéresser davantage les jeunes. C'est pas le cas aujourd'hui? Pas assez, selon vous? Alors, c'est un secret de polichinelle. Toutes les associations aujourd'hui, nous sommes 9 sur la commune nouvelle d'Annecy, 9 associations, on rencontre tous cette problématique. Les très jeunes viennent nous voir, jusqu'à 10 ans, 11 ans, ça commence à décrocher un peu, parce que voilà, c'est à cet âge-là, on pense peut-être à d'autres choses que peut-être à venir au polyèdre pour faire des activités. Et puis, on a un retour, c'est les 20 ans, 22 ans, etc. Et puis jusqu'à 70 ans et plus. Alors aujourd'hui, l'idée, ce serait quand même nos fils directeurs, en tous les cas, ce sont effectivement les jeunes. On veut intéresser les jeunes davantage. Et d'ailleurs, c'est le mot d'ordre pour les 9 associations dans la commune nouvelle d'Annecy. Et ces jeunes, pour les intéresser, il faut qu'on leur propose des projets attirants, on va dire d'actualité. Et d'ailleurs, le projet qu'on propose aujourd'hui est complètement sans transition, complètement dans le tir. Justement, il devrait y avoir des jeunes pour cette grosse opération que vous mettez en place, pour cette bourse aux jeux vidéo. On espère bien, c'est la première. Donc à la fois on a diffusé, on a communiqué auprès des collèges, des lycées, sur des réseaux Facebook, les réseaux sociaux qui sont vraiment les outils d'aujourd'hui de communication de la jeunesse. Donc ça c'est clair, donc on espère avoir des personnes qui vont, des jeunes qui vont venir massivement samedi à partir de 14h30 donc nous rejoindre pour la bourse aux jeux vidéo, mais aussi leurs parents. Parce que donc on a une cible, comme le dit Gilles, sur le public jeune.
on va dire, adolescent, où on sait qu'on a des difficultés de rassembler. Donc on s'est dit, les jeux vidéo, c'est quand même un produit qui normalement devrait pouvoir avoir un impact sur la jeunesse. Et donc voilà, donc ça c'est un intérêt, mais aussi autour des problématiques liées à l'utilisation de ces jeux vidéo. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le projet, c'est-à-dire se dire, bah voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent aujourd'hui sur est-ce que mon adolescent est pas trop addict ou des choses comme ça, qu'est-ce que ça peut provoquer pour sa vie future. Donc on a construit un projet qui entre par effectivement une bourse aux jeux vidéo, mais qui dépasse ce cadre-là, puisqu'on a d'autres animations pendant cette journée qui vont intéresser les familles et aussi des sujets de débat autour de la pratique du jeu vidéo chez l'adolescent. On a donc à 15h30, on a une conférence débat qui est animée par une psychanalyste, Madame Bérangère Marx, qui va venir pour pouvoir discuter avec les personnes et peut-être apporter un regard ou un éclairage peut-être différent que simplement une espèce de peur ou de crainte systématique sur l'utilisation. Il y a peut-être d'autres atouts qui sont aussi l'utilisation des jeux vidéo, bien sûr. Voilà. On rappelle donc la date de cette opération à la bourse aux jeux vidéo. C'est samedi 27, le samedi prochain. Au Polyèdre. De 14h à 17h, bien sûr au Polyèdre. Bien sûr au Polyèdre. L'invitation est lancée. Voilà. Merci monsieur en tout cas d'avoir fait le déplacement. Merci. Allez, un petit peu d'images, vous pouvez rejoindre la régie, un petit peu d'images de neige fraîche et de soleil avec Méribel, où sont tombés 25 cm de neige la nuit dernière. Comme vous pouvez le voir sur ces images, la station des Trois-Vallées qui compte d'ailleurs aujourd'hui plus de 340 cm à 2700 mètres au sommet de la Saluire. Je vous laisse profiter quelques instants de ces superbes images. Et puis d'autres images d'une autre station ensoleillée, je parle là de Montjura dans l'Ain, puisque environ la moitié du domaine skiable était ouvert ce mardi. Sachez aussi que les slalomeuses de l'équipe de France, on parle là de ski alpin, se sont entraînées toute la journée sur les pistes de l'Elex-Crozet. On aura normalement demain, si tout va bien, un Skype avec une personne du côté de Montjura qui pourra nous parler un petit peu de la saison. Voilà, c'est fini pour ce soir. Vous avez rendez-vous tout de suite avec le JT présenté par Pauline Courceau. N'oubliez pas les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, vous pouvez réagir. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain, même endroit, même heure. On parlera notamment des rencontres climat, météo, montagne de la Plagne. Très très bonne soirée sur 8 Mont Blanc.